Salut les Marks et les Smart, salut le peuple de Catch-Up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team Catch-Up vont vous passer au crible tous les shows WWE. Et oh oh oh, ça y est, c'est le moment de l'année, c'est le super Catch-Up de Noël. Ouais, super. Et quoi de mieux que pour un super catch-up de Noël d'avoir une équipe pour vous commenter. Tout d'abord moi, parce que je suis absolument égocentré, votre papy. Mais je ne suis pas seul dans mon égocentrisme, puisque je suis accompagné de Letty. Bonjour Letty. Salut papy, salut à tous. Alors Comment tu vas Letty, en période de Noël? oh pouah là là, tu sais moi je suis archi demandé, hein. J'offrir des cadeaux partout, là je me balade et tout. C'est la pression de Noël, hein. Mais bon, est-ce que toi tu as été gâté au moins? Écoute, ça va, ça va. Un petit repas en famille, c'est parfait. Les cousins que t'as pas vus depuis longtemps, rien de mieux. Ah, les cousins, ouais, bah, et tonton raciste, est-ce qu'il était là, tonton raciste? Non, il était pas là ce coup-ci. Ça va, Ah, on était on a tranquille. tous un tonton raciste. N'hésitez pas, si vous avez un tonton raciste, à le mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir de partager les bonnes anecdotes. Si vous avez des blagues un peu limite, ne les mettez pas en commentaire, s'il vous plaît. Gardez-les pour une autre chaîne que vous n'aimez pas. Eh ben, Letty, j'ai un ultime cadeau pour toi. C'est donc une double analyse. Est-ce que tu te sens prête pour y aller? Eh bien, tout à fait prête. Allons-y. Eh ben, allons-y, Alonso, arrivederci, arrivederci. Comme le disait un illustre personnage. Et donc, on commence par Raw, bien sûr. Une semaine, ça commence par un lundi, ça finit par un dimanche, en règle générale, surtout dans nos pays francophones. Et le lundi, c'est lundi Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 23 décembre, 2 jours avant Noël. Et quoi de mieux quand on est avant Noël, d'avoir des bonnes chaussettes accrochées à la cheminée. Et l'État spécialisé des chaussettes, c'est le Massachusetts et notamment Boston, où nous étions pour ce Monday Night Raw. Alors nous n'étions pas vraiment, hein, parce qu'en fait c'est un show enregistré, je vous le dis tout de suite, hein, on va pas vous mentir, c'était enregistré le 16, du coup, une semaine avant. Mais qui a quand même auguré de plein de choses, puisque directement, bam, qui est-ce qui arrive? Le Père Noël de la WWE, et oui, un Père Noël écossais, Drew McIntyre, qui fait son entrée pour tout simplement continuer à dire du mal, j'ai l'impression, hein, du public, de la WWE. Voilà, il est triste. Il y a des gens dans sa famille qui sont morts, probablement son tonton raciste, hein, d'ailleurs, qui doit être mort à Drew, c'est pour ça qu'il est triste, hein. Du coup, il n'y aura pas de blague cette année. Et du coup, ça lui fait bien mal au cœur tout ça. Que voilà, il en veut beaucoup à ses anciens amis, les anciens membres de l'ancienne Bloodline, voilà, on va dire ça comme ça. Et parce que c'est tous des salopards et qui sont tous prêts à s'aplatir pour CM Punk et Roman Reigns, qui sont eux-mêmes de gros salopards. Bon, je vous la fais très courte, hein. En gros, il y a ensuite Sami Zayn qui va intervenir, qui va dire aussi que les fans, on s'en fout. Voilà. Et puis ils vont se chauffer, ils vont se chauffer, ils vont se chauffer. McIntyre va un peu titiller Zayn sur le palmarès. Mais bon, il continue quand même à s'embrouiller. Et au final, ça se bastonne un peu. Et alors que ça se bastonne, Drew McIntyre va prendre le dessus et prépare un Claymore, mais Jey Uso va venir sauver son ami Sami Zayn. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tout ça nous amènera un peu plus tard pour un main event, hein, donc dont on reparlera plus tard. Mais en gros, là, on vient de vous booker le main event avec cette entrée de Raw. Du coup, est-ce que toi qui as assisté à ce show en direct, est-ce que tu saurais me dire un peu plus sur cette entrée de show? Et est-ce que Drew McIntyre a raison? Est-ce que tout le monde est méchant? Ah, très bonne question. Est-ce que tout le monde est méchant? Je ne sais pas. Est-ce que Drew se pose une fois de plus comme la personne qui déteste tout le monde et la victime de l'histoire? Eh bien, assurément, puisqu'il vient quand même nous expliquer que lui, il a raison, en fait, effectivement. C'est de la faute des autres, que lui, il a dû repartir en Écosse parce qu'effectivement, bien visiblement, quelqu'un de sa famille est décédé, donc c'est malheureux pour lui.
Et donc, il se plaint de toute sa famille, entre gros guillemets, de la WWE, puisque il est parti et que absolument personne ne l'a appelé. Et que du coup, en fait, voilà, c'est qu'une image pour les caméras, mais que tout le monde s'en fout. Et que lui, voilà, il est revenu pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Comme tu l'as dit, Sami Zayn débarque. Donc, il lui dit que ça va 2 minutes de se poser en victime. Voilà, des drames. Tout le monde en a connu, tout le monde a eu des pertes dans sa famille et devait assurer le show quand même. Donc, voilà. Lui, oui, il savait qu'il était parti, mais voilà, il pensait qu'il pensait ses blessures après le dernier show et que voilà, il savait pas ce qui se passait et que c'est pas une raison, en gros, voilà, pour s'en prendre à tout le monde. Ça part un petit peu, donc Drew qui continue à asticoter un peu Sami, ça part en bagarre, Jay qui débarque, et donc effectivement, comme tu l'as dit, ça nous book le main event de la soirée. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt efficace comme ouverture de show, puisque voilà, comme tu l'as dit, show enregistré, moi j'ai toujours un peu de réticence sur ces shows-là, parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, donc j'étais plutôt agréablement surprise. Et on démarre un peu sur les chapeaux de roue. Donc voilà, plutôt satisfaite. D'accord. Quand tu parles des chapeaux de roue, est-ce que notre ami Sami Zayn porte un chapeau ou aucun rapport? Aucun rapport. D'accord, ok. J'étais sûr pour avoir bien compris. Continuons sur le chapeau de roue, du coup, puisque nous avons une rousse qui s'appelle Alba Fire, qui est dans un tournoi qui s'appelle Tournoi Intercontinental. Et puis, puisque oui, vous le savez, tout comme le titre US qui a une version féminine, désormais le titre intercontinental aura une version féminine. Et dans ce premier tour, Alba Fire donc va affronter Natalia. Et si j'ai bien compris, elle devait affronter Kairi Sane, mais elle a été remplacée par Io Sky suite à une blessure subie aux mains de. Alors là, je vais vous donner le nom du groupe. En commentaire, on ne dit rien, mais dites-moi qui est-ce. C'est Pure Fusion Collective. Voilà. Est-ce que ça, c'est impressionnant. Toujours est-il que dans ce premier round du tournoi en triple threat, eh bien c'est Io Sky, donc celle qui ne devait pas participer, qui se qualifie en battant Abba Fire et Natalia en 8 minutes 08. Que peut-on dire de plus que c'est le finish, c'est un moonsault de Io Sky sur Natalia. Voilà, alors je ne sais pas du tout où on en est dans le tournoi, j'avoue ne pas suivre Euro. Mais est-ce que en tout cas cette qualification te plaît, Letty? Et puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce tournoi pour l'instant? Ce que je peux te dire sur ce tournoi, c'est qu'il est beaucoup moins intéressant que celui qu'il y avait eu à SmackDown. Ah, j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans et objectivement, je vois pas trop qui va pouvoir prendre cette première ceinture, puisque donc là, le premier tour est terminé. Dans les sélectionnées, enfin celles qui ont gagné, je crois donc on a Io Sky, il doit y avoir attends, je suis en train de rechercher en même temps parce que je t'avoue que j'ai pas le petit en trou de tête. mémoire. Aïe, 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 aïe. Voilà, je Aïe, n'étais pas aïe, aïe. prête. Comment? Enfin, en tout cas, voilà, je ne vois pas qui va pouvoir gagner cette première ceinture. C'est rien de très passionnant, donc j'ai pas grand-chose. Alors, il reste. Voilà, j'ai les notes, voilà, parce que je suis ton Tu es plus rapide. coéquipier. Et je peux te dire que les demi-finales opposeront donc Io Sky, comme tu viens de le dire, à Laera Valkyria, C'est ça. qui avait battu Zelina Vega et Ivy Nile. Tandis que dans l'autre demi-finale, on verra Dakota Dakota. Kai, qui s'est qualifiée contre Katana et Shayna Baszler, versus Zoe Stark, qui elle a éliminé Raquel Rodriguez et Kaden Carter. Donc voilà, donc une de ces quatre jeunes femmes sera la future championne intercontinentale. Je te redonne la main, Letty. Voilà. Donc tu appuies bien les arguments pour dire que je vois pas du tout qui peut gagner et que ça me passionne pas du tout. Eh bien, je peux le comprendre. Effectivement, quand je vois si on aimerait quand même une finale entre Dakota Kai et Io Sky, hein, ça serait comme Ça mettrait un petit ça truc. serait comme plus simple. C'est sûr que si c'est Zoe Stark versus Lyra Valkyria, ça sera bienvenu chez Netflix, les gars. Hein. Là, franchement, ça sera bien, bien dégueu. Allez, on y croit, on y croit. On y croit. Qui croit d'autre? Eh bien, c'est non, quelqu'un d'autre n'y croit pas. Voilà, je me trompe. Eh bien, c'est Finn Balor.
Finn Balor qui pensait fêter Noël avec un titre de champion du monde et un titre de champion tag team. Et au final, il va fêter Noël avec que dalle, en fait. Puisqu'il a tout perdu. Il a tout perdu ou pas encore tout perdu? Il va tout perdre, non, je sais plus. Il a tout Il a déjà perdu. tout perdu. Il a déjà tout perdu. On s'embrouille avec ses chants enregistrés. Et donc, du coup, il se chamaille un peu en coulisses. Puisque il accuse un peu Liv Morgan en fait de leur avoir fait tout perdre. Et donc Dominique va finalement prendre la main et proposer d'avoir un match ce soir, Letty. Mais contre qui Dominique va vouloir un match ce soir? Eh bien, il va vouloir un match contre Damien Priest, puisque c'est lui qui est Ouh. intervenu et qui leur a fait perdre les ceintures. Donc, il essaye de laver un peu l'honneur de son clan qui part en petits morceaux doucement. Très bien, effectivement, là il est courageux l'ami Dominique, mais bon, c'est peut-être la nouvelle année qui arrive, peut-être Dominique, leader du Judgment Day. Dites-le en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, nous verrons bien. Est-ce que je passe tout de suite au match? Allez, je passe tout de suite au match, j'en ai marre moi, de ces trucs qui s'entrecroisent. Il y a bien un match entre Dominique et Damien Priest qui va durer un bon 2 minutes 53. Ah bah ouais, ça valait le coup quand même de sauter tout pour y aller. Mais qui va se finir par une disqualification, puisque, alors là, je te le dis comme je le lis, mais Damien Priest aura attaqué le Père Noël. Dis-moi en plus, Letty. Oui, effectivement, le match a été très très court. En plus, moi je m'attendais à un match un petit peu plus étoffé. On va dire, puisqu'on entre en nous présentant les statistiques qui nous disent qu'ils sont à 1-1 dans les affrontements. Donc je m'attendais à un petit truc un peu sympa. Effectivement, le Judgment Day qui est arrivé très très vite par le biais en fait de JD McDonough qui était dans le public au premier rang déguisé en Père Noël. Voilà, sauf que forcément Damien Priest connaît très bien le fonctionnement du Judgment Day et donc il s'est pas laissé prendre. Il a bien compris que le Père Noël c'était JD. Il l'a fait passer par-dessus la barrière. Enfin voilà, il s'en est pris à lui. Il l'a fait voler par-dessus la table des commentateurs. C'est parti un petit peu en cacahuète. Et donc ensuite, on a Damien qui se retrouve tout seul contre tout le Judgment Day. Ils étaient là tous les quatre. Carlito était arrivé aussi par la suite. Et les War Raiders, donc qui l'a aidé à gagner. War Machine. Ah non, War Raider. Merde, je suis perdu. C'est qui il s'appelle? Oui. Oui, War Raiders. Oh là là, c'est compliqué. War Raiders. Et donc du coup, ils arrivent, ils l'aident et voilà, ils reprennent un petit peu le dessus. Le Judgment Day s'en va, mais voilà, on monte un petit peu des nouvelles alliances, des nouvelles petites choses. Donc c'était plutôt sympathique, même si le match en lui-même a pas duré très très longtemps. Oui, parce que finalement, Priest, la semaine dernière, en attaquant le Judgment Day, il a aidé les War Raiders. C'est Donc, ça. c'est un prêté pour un rendu. Puis, du coup, je pense que. Alors, je ne sais plus si ça sera dit dans ce Raw, mais il y a un match qui va être booké pour la semaine prochaine, un 3v3 ou un truc comme ça, entre la faction Judgment Day versus Priest et War Raiders, je pense. Quelque chose comme ça, non? Ouais, oui, c'est ça. En fait, ils ont eu un petit segment backstage un petit peu plus tard où ils les remercient d'être venus, où eux lui disent que voilà, tu nous as aidés, donc comme tu l'as dit, un prêté pour un rendu. Et où Damien Priest leur dit que voilà, s'il faut partir à la guerre, il sera très content de partir avec eux. Et donc, ça nous boucle le match pour la semaine prochaine, je crois. Très bien. On voit que des gens sont toujours pressés d'aller à la guerre. C'est bien des gars, bien des Américains. Revenons un petit peu dans le passé, puisqu'on a raté quelque chose. J'ai sauté une étape. On a sauté un match de Chad Gable accompagné de American Made, qui affrontait Akira Tozawa à compter alors je sais pas comment ça s'appelle maintenant, la faction avec Otis et Maxime Dupri s'appelle toujours Alpha Alpha Academy. Academy. Oui. Toujours, ok. Et donc un match magnifique de 2 minutes 10. C'est tout l'un tout l'autre. C'est soit 25 minutes, soit 2 minutes. 2 minutes 10 qui va se terminer par finalement une ankle lock de Chad Gable sur Tozawa qui va poursuivre cette soumission post-match forçant Otis à intervenir et donc on a toujours une tension qui monte entre Gable et ses anciens partenaires et surtout on s'attend je pense tous à la confrontation entre Gable et Otis je pense Letty, non?
Oui, on l'attend, mais j'ai envie de dire, on l'attendait il y a 2 mois, quoi. En fait, c'est surtout ça. C'est que Gable qui gagne contre Tozawa, ça n'a rien d'extraordinaire. Ils essayent de réchauffer un petit peu les problèmes, on va dire, entre ces 2 équipes-là. Je pense qu'ils ont fait l'erreur il y a quelques semaines, quelques mois d'envoyer Gable sur les Wyatt Six. Donc ça avait complètement mis de côté cette opposition-là. Et en fait, depuis qu'il a quitté la Alpha Academy, on n'attend que la confrontation avec Otis. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose. En tout cas, c'était, je pense, pas très très malin de mettre ça en suspens pour le réchauffer 2 mois après. Mais bon, si cette confrontation doit se faire, j'attendrai ce match avec impatience puisque j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner Otis contre Gable. Bah oui, ça arrive. Bah, c'est la semaine prochaine. De toute façon, là, il y aura pas d'annonces qui seront faites au cours de show. Et effectivement, donc, outre les demi-finales du tournoi féminin intercontinental et outre Damien Priest et War Raiders versus Judgment Day, on aura aussi un Otis versus Chad Gable qui sera programmé pour le prochain Raw. Voilà, on finit les petites histoires avant d'arriver sur Netflix, peut-être. C'est peut-être ça l'astuce. Autre petite histoire, sans trop d'importance. On aura un petit segment micro, mais alors je pense qu'il n'y aura que ça pour cette fois-ci, non pas l'Euro de la semaine prochaine, mais l'Euro dans 2 semaines de Netflix, puisque Seth Rollins va dire du mal de CM Punk pendant un segment micro, qu'a priori il souffre beaucoup finalement rien que de la présence de CM Punk fait souffrir Seth Rollins. Et donc, du coup, il y a leur match qui est prévu à Monday Night Raw Netflix. Je ne sais plus s'il y a une stipulation, mais toujours est-il qu'ils vont se foutre sur la gueule et que, a priori, Seth Rollins, il a beaucoup de rancœur pour CM Punk. C'est compréhensible peut-être, Letty. Hein. Ça peut se comprendre et puis ça permet de maintenir un petit peu, de continuer à parler un petit peu de ce match-là dans la mesure où je crois qu'ils étaient là ni l'un ni l'autre. Il me semble pas qu'on voit Punk, donc voilà, on maintient un petit peu l'attention et puis on verra ce que ça donnera quand ils s'affronteront. Et je pense que ça va donner un gros affrontement. Je pense. Ne serait-ce que pour le dire que c'est le premier show de Netflix et qu'a priori ils mettent quand même tous leurs œufs dans le même panier. On peut s'attendre quand même à un truc qui va dépoter. À propos de choses qui dépotent, on va parler un peu de tes favoris, puisque on a eu un match. Mais un match, cette fois-ci, très long, puisqu'il a duré quand même 2 minutes 25, voilà, hein, dans la lignée des précédents, qui a opposé finalement 2 personnalités de 2 factions très sympathiques, puisqu'on a The Miz, qui représente le Final Testament, quelque part, hein, puisqu'il est plus ou moins associé avec eux, versus Dexter Lumis, qui lui représente les clodos, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais les Wyatt Six, pardon, désolé. Wyatt Six clodos. Et puis donc un match de 2 minutes 20 qui va se terminer en disqualification, hein, pour changer, puisque finalement Karen Cross va frapper Lumis, mais ça va pas finir ainsi le segment, puisque l'ensemble des 2 factions vont se rejoindre sur le ring après une petite coupure d'électricité, là, quelqu'un qui a joué avec l'interrupteur. Et donc les Wyatt Six vont balancer Nikki Cross comme un vieux sac poubelle sur les Final Testament. Et puis voilà. Et puis comme c'était tes factions préférées, Letty, je n'en dis pas plus, je te laisse exprimer ta joie de les avoir vus à l'écran. Oh, quelle joie! Non, c'était un petit match, encore une fois, qui maintient un petit peu la feud entre les 2 factions. Voilà, rien d'extraordinaire. On a vu Lumis sur le ring pour une fois, donc ça changeait un petit peu. Bon, moi, Dexter Lumis, j'aime bien quand même si il se retrouve au milieu d'un truc que j'apprécie pas forcément. Donc voilà, il continue à se foutre sur la tronche. On pensait que c'était peut-être un petit peu terminé. En fait, ça continue, donc à voir. Mais voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Visiblement, il y a des personnes qui sont très très emballées, donc tant mieux. Mais voilà, moi en tout cas, ça marche pas. Et heureusement que ça a duré que 2 minutes.
Eh ben oui, et ça ne durera pas plus longtemps, non plus dans la review, puisqu'on va passer directement à la suite avec une autre faction, ou c'est une faction 2 maintenant, ils sont de moins en moins nombreux. C'est le New Day qui arrive qui arrive dans l'arène. Un New Day qui est toujours a priori mal reçu euh, par le public. Il, il y a une chose à savoir, c'est que Kofi Kingston, bien que ghanéen, a fait ses études à Boston de mémoire. Donc il est un peu homecoming là, ce soir. Là. Il revient un peu chez lui. Et du coup, pour l'occasion, il a invité sa maman, qui a fait le voyage depuis le Ghana en avion. Et puis du coup, il la montre au public en disant bah voilà, vous muez devant ma maman, c'est pas sympa. Ma maman elle m'aime et tout, elle a fait tout le voyage pour moi. Regardez, ça va être bien. Et du coup, il veut faire un câlin à sa maman parce que la pauvre là, elle est totalement déprimée. Mais sa maman, elle refuse. Elle dit Kofi, tu es un mauvais fils. Qu'est-ce que tu as fait? T'as été méchant avec Biggie. Et elle se casse. Bam! Il se fait larguer par sa mère, Kofi. Et pire que ça, eh ben, il va retourner en coulisses, dans bien chamboulé. Et là, il va tomber sur qui? Sur son père, Rey Mysterio. Non, c'est pas son père, pardon. C'est le père de Dominique, je confonds. C'était à cause des huées. Mais n'empêche qu'il va s'embrouiller avec Rey Mysterio. Et puis, du coup, ils vont se chauffer un peu. Puis, ça se finira par un New Day Sucks de la part de Rey Mysterio. Peut-être une petite rivalité à venir donc entre Rey Mysterio et je sais plus qui fait équipe versus le New Day. Mais Letty, qu'est-ce qui se passe là? C'est une fête de famille, Noël. Pourquoi tout le monde s'embrouille là? Ah ben je ne sais pas. En tout cas, voilà, le New Day, on continue sur la lancée qu'ils ont prise le jour de leurs 10 ans quand ils ont décidé de larguer Biggie, puisqu'effectivement, voilà, grosse huée Dum Style, où ils peuvent limite pas en placer une, tellement voilà, les gens sont contre eux. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt marrant le petit segment avec sa maman qui effectivement est au premier rang et voilà, lui il vient pour se faire consoler. Ah, t'as vu, ils sont pas sympas avec moi et tout. Et en fait, voilà, il manquait plus que la bave dans la tronche en fait pour relever un peu le segment, mais voilà, sa mère qui lui gueule dessus, qui prend ses affaires, qui s'en va. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et donc la petite engueulade avec Rey Mysterio où on continue sur ce qui s'était passé il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, où il leur avait interdit l'entrée au vestiaire, où voilà, on continue, puis pourquoi pas, de toute façon, va bien falloir à un moment donné qui repasse un petit peu sur le ring, puisque là, c'est bien de se faire ruer, mais voilà, maintenant, il va falloir qu'ils aient leur première feud de heel, donc pourquoi pas Rey Mysterio et pourquoi pas Dragon Lee ou un de son groupe. Ça pourrait être sympa. LWO! Eh ben oui, ouais, effectivement, une petite feud de rivalité tag team en bas de carte avec des gens expérimentés, ça peut toujours marcher. On est arrivé tranquillement au main event, Letty, puisque on arrive sur le fameux Sami Zayn versus Drew McIntyre. Alors je l'ai pas eu tout à l'heure parce que finalement c'était qu'un petit passage de quelques instants, mais il y a eu une petite discussion coulisses avant le match entre Sami Zayn et Jey Uso, et avec un Zayn qui disait à Jey Uso qu'il souhaitait que son copain reste en coulisses. Mais même s'il se sentait un peu amoindri ces derniers temps, il préférait quand même l'affronter seul. Et Jey Uso accepte la demande de son ami. Bien va lui en prendre d'avoir fait ça, puisque au bout de 15 minutes 45, donc le vrai match de la soirée, puisqu'en cumulant toutes les minutes du reste, on doit être à peu près à la durée de ce match-là, et bien Drew McIntyre va battre Sami Zayn, hein, qui était affaibli, trop affaibli, qui du coup se fait battre. Et bien lui en a pris une nouvelle fois, puisque Drew McIntyre va profiter pour tabasser le cadavre de Sami Zayn. Mais là, vu que le match est terminé, Jey Uso va comprendre qu'il a le droit d'intervenir et donc attaquer McIntyre. Néanmoins, puisque 2 contre 1 pour des faces, c'est pas normal, et bien des heels vont venir aider Drew McIntyre. Ce n'est pas le Judgment Day, ce n'est pas le American, ce n'est pas je ne sais quelle autre faction heel de Raw, c'est bien une faction heel de SmackDown, puisque le Judgment Day, lapsus.
la New Bloodline va intervenir pour attaquer Jey Uso. Et ça va se finir avec un massacre finalement, puisque Sami Zayn et Jey Uso se feront latter la tronche par Sikoa et Jacob Fatu notamment. Et le troisième, on oublie son nom, de toute façon, il sert jamais à rien. Et ça se finit donc à chaud de Raw avec une célébration de la Bloodline de SmackDown. Et c'est donc la fin de ce Monday Night Raw. Alors Letty, de quoi tu veux me parler? Plus du match ou plus de la baston après match? Ou des deux d'ailleurs? Ouais, écoute, on peut parler des deux vite fait. Le match en lui-même était très, très bon. Du grand Drew contre un grand Sami, donc c'était très sympa à voir. Il n'y a pas eu d'intervention pendant le match, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. D'avoir une victoire clean, ça lui fait pas de mal à Drew. Et puis forcément les petits trucs qui continuent derrière, hein, la Bloodline qui traîne toujours dans le coin, forcément contre Jey et Sami, puisque l'histoire est encore loin d'être terminée visiblement. Voilà, Drew qui s'en va avec un petit sourire en laissant les deux en pâture à la Bloodline. Voilà, C'est pas très sympa de sa part. Oui, mais c'est Drew, c'est presque normal, même si c'est pas très sympa. Et voilà, je trouve qu'on termine bien le show. Bon, avec effectivement une faction de SmackDown qui termine, ce qui est quand même pas forcément... c'est pas forcément logique à Raw, mais voilà, pour l'histoire qui est intriquée un peu dans les deux shows, puisque il y a des catcheurs des deux shows qui sont dans l'histoire, j'ai trouvé ça pas si mal que ça, et puis ça termine bien ce show. Ouais, et puis il faut se dire aussi que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans 2 semaines au Raw Netflix, il y aura un match typiquement Bloodline entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça qu'ils font une feud qui se balade sur tous les shows pour essayer de monter un peu en sauce cet affrontement. Mais donc, on a fini le Raw. Et quand on finit un Raw, comme on finit chaque review, on fait un mot de la fin. Donc Letty, je vais te demander ton top, ton flop et ta note pour ce Raw du 23 décembre. Eh ben, je vais mettre mon top à Drew. Voilà, parce que je trouve que ce soit dans le segment d'ouverture, donc toute sa promo, ou au niveau du match en lui-même ou de l'après-match, voilà, j'ai bien apprécié. Donc mon top ce coup-ci ira pour Drew. Mon flop, alors c'est peut-être pas grand-chose, mais je vais le mettre plutôt au programmeur, on va dire, parce que tu sais, dans le coin de l'écran, régulièrement, ils nous mettent au début du show encore à venir avec Oui. les petits programmes ou les petits trucs, machin. Et donc là, en fait, on a eu un encore à venir Dominique Mysterio contre Damian Priest. Et 5 minutes après, on a eu le fameux segment backstage où Dominique se dit tiens, je vais aller demander un match. Sans dire à qui, mais on savait, puisqu'on l'avait annoncé 5 minutes avant. Donc voilà. Ça c'est très bien, ça. Bravo les monteurs, surtout pour un show enregistré en plus. Hein. Ça c'est très fort. Ça. Donc voilà, ce sera plutôt à ce niveau-là, mon flop. Même si on se doutait bien que ça allait être Priest. Mais bon, un petit suspense, ça fait jamais de mal. Et ma note, écoute, je vais mettre un 3,5. Moi, j'ai passé un bon moment devant ce show. Un 3,5 devant ce Monday Night Raw. Bon, je ne ferai pas de mot de la fin. Vous avez bien compris, je ne l'ai pas vu. Hein. Passons directement à un show que j'ai vu, le Friday Night SmackDown, puisque nous sommes cette fois-ci en direct, ou pas n'importe où, à Tampa, Florida, aux USA, qui est donc un pays qui se situe en Amérique du Nord, sur la planète Terre. On va commencer tout de suite par quoi? Par un petit segment vidéo assez long qui va nous rappeler un peu la feud entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Feud qui s'est terminé par une victoire de Cody Rhodes à Saturday Night Main Event, mais suivi hors antenne par une attaque de Kevin Owens qui non seulement lui a cassé le cou, plus ou moins, en tout cas lui a fait un joli pile-driver, mais aussi a emporté la ceinture temporaire qui avait été filée pour cette soirée-là, puisqu'ils avaient sorti une ancienne ceinture pour marquer le coup pour Saturday Night Main Event. Bien la peine, elle s'est fait chouraver. Et donc, du coup, on commence le show live par un caméra chouk directement sur le visage sévère de Nick Aldis, qui, tel quelqu'un qui faisait un appel à un preneur d'otage, va appeler Kevin Owens en disant
Kevin Owens, cette ceinture, j'en ai vraiment besoin parce qu'on me l'avait prêtée et j'ai pas les moyens de la repayer. S'il te plaît, ramène-la. T'as jusqu'à la fin de la soirée, ou sinon il va t'arriver des bricoles. Plouf, directement dans l'ambiance. On est parti pour un SmackDown. On aura d'autres segments à ce sujet-là, mais je vais directement demander ton avis, Letty. Quand tu vois cette annonce de Nick Aldis, est-ce que tu te sens, comment dire, si tu étais Kevin Owens, tu ramènerais la ceinture ou pas? Voilà. Ah, est-ce que je la ramènerai? Je ne sais pas. Parce que voilà, il a l'air énervé, il a l'air voilà, de vouloir absolument récupérer cette ceinture. Après, moi je me dis, pourquoi est-ce que tu n'étais pas énervé la semaine dernière en fait, puisque ça fait quand même 15 jours qu'il se trimballe avec cette ceinture. Voilà. C'est le fait des choses enregistrées. J'irai Celui de la semaine beaucoup à dernière sa était place. enregistré. Mais bon. C'est ça. Eh ben, oui, bah, t'hésiterais. Il y en a une qui n'a pas hésité, c'est notre amie Bianca Belair, puisque sitôt sa copine Jet Carglass blessée, elle a directement appelé Naomi, et les deux sont nouvellement re-championnes par équipe. Et elles sont super contentes. Oui, super, on est super contentes, on est en coulisses, on est super contentes. Mais on n'oublie pas que, attention, hein, Jet Carglass, là, on veut savoir qui c'est qui l'a attaqué. Mais on est super contentes, on est super contentes. Et d'ailleurs, Belair, on est super contentes, et là aussi. Les trois, elles sont contentes, elles se sautent autour, là, je sais pas, elles étaient super contentes. Et du coup, elles vont entrer dans l'arène pour accueillir leurs trois adversaires. On a d'abord Tiffany Stratton qui va entrer seule, c'est à noter, suivi bientôt de Nia Jax et Candice LeRae. Nia Jax qui est jalouse, elle aurait bien voulu avoir un segment micro aussi, donc du coup elle prend un micro directement et avant même le début du match, elle nous fait un petit truc, un petit chat où elle va dire bah franchement tu nous accuses tout le temps, nous, d'avoir attaqué Jet Carglass, mais c'est pas nous. Hein. C'est la preuve. Si ça avait été Tiffany qui l'avait attaqué, elle est tellement nulle qu'elle l'aurait raté, vu qu'elle arrête pas de tout rater. Donc ça peut pas être nous. Et si ça peut être quelqu'un, c'est forcément toi, Bianca. Parce que c'est toi qui es tout le temps contente d'être championne, même sans Jet Carglass. Et en plus, c'est un peu jalouse parce que Jet, elle est un peu plus grande que toi, elle est un peu plus baraquée que toi, elle est un peu plus jolie que toi. Donc, elle te faisait de l'ombre et donc quelque part, je suis sûr que c'est toi qui l'as attaqué. Donc là, crac, retournement de situation, ça c'est peut-être Bianca qui a attaqué. Dites en commentaire si vous pensez que c'est Bianca ou c'est Naya, sachant que c'est Naomi. Et donc, le match va se dérouler. Un match entre 3 versus 3 qui va durer 16 minutes 10. Ah ouais, là, on n'est pas dans les 2 minutes d'euro. 16 minutes 10, au cours duquel, je ne sais pas si tu l'auras remarqué, Letty, mais Naomi aura des gros problèmes à garder sa tenue sur elle et donc passer le temps à se rhabiller. Mais néanmoins, malgré tout, Tiffany et le reste de l'équipe, il va toujours avoir des soucis d'entente, notamment un moment où en fait tout le monde va se retrouver par terre parce que Tiffany, malgré tout, elle reste une des plus fortes et elle va se retrouver par terre avec tout le monde par terre et la mallette dans la main. Hésitant à cacher une, eh ben, Candice va intervenir, ils vont s'embrouiller et ça permet à Naomi, donc malgré sa robe défectueuse, de faire le finish et le tomber et au face de célébrer tout ensemble parce qu'on est toutes copines et c'est ça le plus important. Letty, est-ce que toi aussi tu aimerais être copine avec Naomi, Bailey et Bianca? Eh ben, pas vraiment. Pas vraiment. Oh, Voilà, puisque Naya avait mis le doigt sur quelque chose. Voilà, effectivement, vu la position de Naomi et tout ce que ça lui a apporté, je rejoindrai effectivement la question de notre ami Raphaël depuis quelques semaines. À qui profite le crime? Et je pense que ça lui a très très bien profité à Naomi. Donc effectivement, je mettrai ma petite pièce sur elle. Donc voilà, avec des amis comme ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des ennemis. Elles ont quand même gagné. Bon, pourquoi pas. Voilà, moi j'étais plus intéressée en fait par ce qui se passait de l'autre côté, dans l'équipe donc de Naya, Tiffy et Candice, puisqu'effectivement on nous tease un petit peu voilà, la rupture dans pas très très longtemps, parce que je pense que Tiffany commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de se faire rabaisser et mettre de côté tout le temps. Donc voilà, je pense qu'on va s'orienter dans pas très très longtemps sur un cash-in, réussi ou pas.
on verra. Mais voilà, qui va donner une rivalité, je pense, soit avec Naya, soit Candice, soit les deux. Voilà. Bah, tu dis dans pas très très longtemps sur un cash-in. Est-ce que ça fait déjà pas trop trop longtemps que qui nous le tease ce cash-in? Parce que Tiffany, là maintenant, elle est archi soutenue par le public, hein, limite plus soutenue que par les faces. Donc, il commence peut-être à être un peu tard à l'envoyer faire son cash-in là, non? Ouais, peut-être. C'est pour ça que je doute de plus en plus de la réussite, en fait. Parce que en général, quand on l'attend comme ça, enfin, voilà, je me dis, est-ce que c'est pas trop long? Et justement, le fait qu'elle ait le temps de se faire une nouvelle copine, ça va pas jouer contre Tiffany, puisque voilà, le jour où elle voudra cacher sa mallette, il y aura quand même toujours Candice dans le coin, quoi. Ouais, mais n'oublie pas, on est dans l'ère Triple H, donc il y a deux étapes. Il y a un, étaler le truc le plus longtemps possible, et deux, à la fin, faire plaisir aux gens. Donc du coup, moi, je suis plutôt confiant pour Tiffany. En revanche, je ne sais pas si ça arrivera tout de suite. Réponse bientôt sur vos écrans. D'autres gens pour qui ça se passe un peu moins bien, c'est nos amis, comment ils s'appellent? Austin Theory et Grayson Waller et Turn Down Under qui sont en train de se plaindre à Nick Aldis. Alors j'ai pas tout bien compris, mais j'ai l'impression qu'ils se plaignent par rapport au fait que le décor du Grayson Waller Effect a été détruit la semaine dernière par Braun Strowman. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas contents. Oui. Toujours est-il que l'ami Nick Aldis, il en a rien à foutre. Il dit non, ouais, j'ai un mec important qui arrive, j'ai pas le temps de vous parler, et donc il les envoie bouler en disant n'oublie pas, Austin, t'as un match contre Braun justement qui arrive dans quelques instants. Pourquoi Nick Aldis va envoyer chier des employés de SmackDown? C'est pour accueillir un employé de Raw, puisque Sami Zayn est là en disant coucou, c'est moi, c'est Sami Zayn. Je suis là. Pourquoi je suis là? Et bien simplement parce que vu que les gens de SmackDown viennent à Raw, je vois pas pourquoi les gens de Raw viendraient pas à SmackDown. Je le résume comme ça, mais c'est quand même 99% de ce qu'il a dit. Et donc, il va parler un peu à Nick Aldis. Et là, moi là-dessus, j'ai trouvé ça un moment un peu touchant. Il y a le petit Carmelo Hayes qui arrive, là, le petit jeune, qui commence à distribuer une petite carte de Noël à Nick Aldis. C'est très sympa. Et ce gros gougnafier de Sami Zayn, qui n'est même pas dans son show, va commencer à l'asticoter en disant ouais, vas-y, on est en train de parler, t'es mal poli. Non, c'est toi qui es mal poli, mon gars, t'es même pas chez toi là, qu'est-ce que tu nous saoules? Et d'ailleurs, c'est ce que dit Carmelo Hayes en disant non, mais 2 minutes, là, minute papillon. Déjà, tiens, voilà voilà une petite carte de vœux. Donc voilà, tout gentil Carmelo Hayes. Et en plus, bah, je rappelle que tu as SmackDown. Donc voilà quoi. Et ben mine de rien, ça va pas plaire à Nick Aldis, qui va dire non mais attends, c'est pas ton show SmackDown, j'invite qui je veux. Voilà, décidément, Nick Aldis, il va être pas loin du flop, hein, je vous le dis tout de suite, hein, vu ses attitudes. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il annonce que le main event de ce soir, ça sera Sami Zayn versus Carmelo Hayes. Voilà, comme ça, le pauvre Carmelo, là, il est récompensé mal récompensé d'avoir distribué des cartes de vœux gentiment. Et en plus, pire que tout, ça va se finir ce segment sur Sami Zayn qui chiffonne la carte de vœux de Carmelo Hayes et la jette directement dans la tête de Carmelo Hayes. Voilà, je ne peux pas en dire plus, Letty, j'étais outré. Vas-y, je te laisse parler, là, moi je peux plus parler. Bah écoute, moi j'ai plutôt bien aimé ce segment. Tu vois, voir Samy qui réagissait comme ça, moi ça m'a bien plu. Donc voilà, je trouve que c'est bien fait pour Carmelo. Il a qu'à pas venir se mêler des conversations des autres. Ah! Ah là, je suis choqué, Letty. Voilà, bah tiens. Je suis choqué. Bah d'accord, bah très bien. On ne dit rien, on passe directement à la suite, ça sert à rien de s'embrouiller, c'est Noël, tout ça, on va pas s'embrouiller dans la team catch-up. Ça sert à rien. Passons direct. Voilà, ça sert à rien. Ça sert autant que le match d'après qui a opposé Braun Strowman versus Austin Theory, qu'on venait de nous annoncer, et donc qui a duré 7 minutes 27, et à l'issue duquel, en fait, on va avoir Austin Theory qui va se rappeler qu'il est un peu catcheur et tenter plusieurs fois de faire des prises d'impression sur Braun Strowman. Néanmoins, il y a une différence de poids un peu trop importante, et à l'issue d'une énième tentative de portée, Austin va s'écrouler et se faire attraper par Braun Strowman pour le finish. 1, 2, 3. Et puis ben voilà, et Strowman a gagné. Est-ce qu'on est content au moins de ça, Letty? Oui, je suis plutôt contente. Ça fait toujours plaisir de voir Theory et Waller se faire un petit peu rabattre le caquet. Donc parfait. Parfait, parfaitement parfait.
Bon, c'est toujours un petit peu triste, hein. Je pense que au moment des bilans, l'ami Austin Theory, qui était un ancien futur mégastar, Rising, tout ça, et qui maintenant n'est plus que un parmi d'autres, c'est un peu tristoun. Il se fait quand même bien latter la tronche. Avec Braun Strowman, hein, il est quand même un peu plus installé, et lui, manifestement, il n'y a pas trop de soucis. Et on attend de le voir un peu ce qui va lui arriver ensuite. Quelqu'un qui n'attend pas, c'est Kevin Owens, puisqu'il va faire un petit segment vidéo habituel dans sa voiture en disant d'accord, tu veux que je vienne, Nick Aldis? Eh ben, je viens, mais alors seulement si on n'est qu'à deux. D'accord, bon, bah, on verra. Réponse dans quelques minutes à l'issue de ce show. Autre personne qui fait un message, eh ben, c'est la nouvelle championne US, puisque Chelsea Green, dans une magnifique tenue en hommage à Statue de la Liberté, avec une couleur un peu verte, et puis un petit chapeau, enfin un chapeau, la couronne de la Statue de la Liberté, quoi, va être accueillie dans le ring par Piper Niven, qui aura magnifiquement décoré le ring aussi, avec des drapeaux américains, des petits, bah, tout ce qui est univers festif américain était représenté, et elle-même était fort bien habillée. Elle a mis Piper Niven, puisqu'elle avait eu un petit boa, une jolie tenue. Là, on était vraiment dans la classe ultime. La classe ultime, malheureusement, pour un segment qui a mal se passé, puisque Chelsea va faire un discours de remerciement où elle se remercier notamment elle-même. Et puis, bah, elle va aussi un peu tracher Michin en disant que bah, c'est comme ça. Donc un segment qui a fait pchit pour moi, mais je reviendrai après à ton avis, Letty, mais qui du coup bah, nous a présenté une Chelsea championne, mais j'ai cru comprendre qu'elle faisait déjà beaucoup de choses en dehors des écrans, puis elle continue du coup à l'écran. On va se dire ça, Letty? Visiblement, elle est plutôt active sur les réseaux. Alors bon, je t'avoue que j'ai pas vu tout ça. Elle a fait pas mal de petites mini-vidéos visiblement que j'ai pas vues. Donc pour le coup, je peux pas en parler. Bah, j'étais un petit peu déçue en fait par ce segment puisque bah, moi j'avais beaucoup d'espoir en fait dans Chelsea, comme visiblement une bonne partie du public puisqu'elle a eu quand même une bonne réaction au moment de sa victoire. Là, je sais pas, j'ai trouvé le public pas dedans. Enfin, la promo, enfin, elle l'attendait. En fait, c'était prévu pour avoir des réactions du public et bon, bah, visiblement, le public a pas forcément réagi comme elle l'espérait. Bon, voilà, Michin qui débarque puisqu'elle est pas contente d'avoir perdu. Je peux comprendre. Après, si ça continue un petit peu leur affrontement. Voilà, pourquoi pas pour une première défense de titre, mais dans l'ensemble, j'attendais beaucoup de ce segment et j'étais un petit peu déçue en fait. Ah, voilà, je voulais pas t'influencer, donc je me suis un peu arrêté, mais je l'ai commencé à laisser poindre aussi. Je suis très déçu du segment, moi. Je suis très très déçu parce que bah, c'est un segment qui, comme toi, j'attendais. Qui en plus, là, quand je les ai vus arriver, je me suis dit, ah, là, ils ont fait un effort. Là, ils ont enfin quelque chose à WWE qui sort un peu de l'ordinaire, où c'est pas juste des mecs en costard ou en slip qui se parlent. Là, ils avaient comme mis un peu de décor. Bah, Chelsea est comme habitué à, et à mettre des tenues qui sont en rapport finalement un peu avec le segment qu'elle veut vendre. Et là, c'était un truc tout autour de l'univers USA. Alors, c'est du classique, on l'a vu 200 fois à la WWE, mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, les champions étaient totalement neutres. On se souvient notamment d'A.L.A. Knight qui soit champion, qui soit pas champion, qui soit arbitre, qui soit pas arbitre, il a la même tenue, il a la veste et il a les lunettes. Il ne change rien. Tandis que là, Chelsea avait vraiment quelque chose. Malheureusement, comme tu le dis, le public n'a pas suivi du tout. Ça s'est raté complètement. Alors, à qui la faute? Je pense que le public a merdé hein, dans les grandes largeurs, puisque eux, ils voulaient ils voulaient accueillir une Chelsea face, alors qu'elle est heel. Donc, on sentait qu'ils voulaient chanter des You Deserve It en permanence, mais que du coup, Chelsea couvrait par sa propre voix, mais elle-même, elle n'a pas forcément rendu une promo comme il fallait, puisqu'elle l'a déblatéré comme ça, arrêté pour couvrir les bruits de la foule. Et puis du coup, bah, elle a jamais fait réagir la foule. La seule fois où la foule a à peu près réagi, c'est quand elle a rappelé qu'elle était canadienne. Et là, la foule a fait ah bon, c'est vrai. Oh bouh bouh, on n'aime pas les Canadiens, on est raciste.
Mais voilà, segment totalement raté. Machine qui arrive, le public s'en fout aussi. Il a pas du tout ni applaudi ni hué. Donc un segment qui avait tout pour être réussi et qui était totalement raté dans les grandes largeurs. Faute partagée, on va dire, entre la WWE, Chelsea et le public. Oui, peut-être. Mais bon, Oui, je pense on que c'est va. global. Voilà, c'était globalement raté. En tout cas, c'est triste hein, parce que je suis comme toi. C'était ça. J'espère qu'il y ait de temps en temps des catcheurs qui sachent sortir un peu du train-train quotidien. Et puis bah voilà, une qui tente et puis bah ça rate. J'ose espérer que ça va pas les encourager à en faire encore moins que d'habitude. On le verra dans les prochaines semaines. Prochaines semaines où on aurait certainement des rivalités en tag team. Pourquoi? Parce que la tag team, c'est la division qui est en pleine ébullition en ce moment. Et dans les coulisses, Nick Aldis, décidément bien actif, va rejoindre DIY et les Street Profits pour dire au DIY, là c'est le moment d'avouer, les gars, c'est votre dernière chance pour dire que c'est vous qui avez attaqué les Street Profits. Et DIY et Gargano et Ciampa font bah non, c'est pas nous, je sais pas de quoi tu parles, Nick Aldis, c'est impossible et tout. Et donc là, Nick Aldis dit bah attends, carte secrète. Je pensais qu'il allait dire j'ai des caméras, mais non, il n'y a pas des caméras, j'ai des témoins, c'est encore mieux. Et là, qui est-ce qui arrive? Yes Boy, c'est les Pretty Deadly qui arrivent et qui donc vont dévoiler qui a attaqué Street Profits. Et donc, l'un des deux va pointer vers Gargano en disant c'est donc Garza qui a attaqué les Street Profits. Et là, les Street Profits, quoi? C'est Garza? Mais c'est pas possible! Hop, on va aller les tabasser. Et donc, du coup, les Street Profits vont aller se jeter sur Los Garzas, Zaza, Angel et Beberto pour les attaquer en coulisses. Aldis, ça va pas lui plaire. Il fait, oh non, non, on s'attaque pas en coulisses, les gars, on s'attaque dans le ring. Et donc, va déclencher un match qui va sur immédiatement de 12 minutes 04, à l'issue duquel les Street Profits vont s'imposer, grâce notamment à l'intervention de Bifab qui va attaquer Electra Lopez, qui, tel Carmen Electra, essaie de plonger sur le ring pour sauver, je crois que c'est Angel. On va revenir en coulisses un peu plus tard. Je fais la totale dans la foulée, puisque c'était coulisses, ring, segment in-ring, recoulisses, puisque en coulisses, bah, les DOA vont aller voir les Pretty Deadly et dire non, mais les gars, j'ai pas trop bien compris quoi, quand vous jouiez là. Et puis là, les Pretty Deadly font bah, en gros, si tu m'aides, moi je t'aide. Voilà, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, les DIY font OK, donc on comprend bien qu'en fait, les Pretty Deadly ont fait une dénonciation qui n'était pas la bonne. Néanmoins, ils vont quand même se faire féliciter par les Street Profits, qui vont dire ah, les Pretty Deadly là, qui sortent un peu de leur match là, tout en sueur, en disant ah, franchement, je vous trouve un peu con d'habitude, mais là vous avez été honnête, vous avez balancé les Garza, c'est très bien de balancer. La dénonciation, c'est ma passion. Merci les gars. Les Pretty Deadly vont partir en disant ouais, c'est pas de souci, hein, nous aussi on aime bien les Street Profits, mais par contre on va aller profiter ailleurs. Là-dessus, les Motor City Machine Gun, alors là, c'est vraiment tout le monde qui arrive, hein, c'est la fête de la tag team, qui arrive avec leur 1m50, parce que là, ils arrivent vraiment à peine au niveau de la poitrine des Street Profits, et qui leur disent ouais, mais non, c'est pas normal, d'abord, c'est nous les challenger numéro 1. J'ai pas trop compris pourquoi ils racontaient ça. Les Street Profits, ça leur plaît pas, ils font non, mais c'est nous les challenger numéro 1. Ça, c'est invective, ça, c'est invective. Et là, qui est-ce qui arrive? Notre ami Apollo Crews, tout seul, voilà, il a plus d'amis, et qui fait ah, mais et je vous ai pas dit, mais moi j'ai vu ce qui s'est passé là il y a 12 semaines. Et ben en fait, c'est bien DIY qui avait attaqué les Street Profits. Ta ta ta. Et là, sur le coup, notre ami Montesford, il est sur le cul en faisant quoi? J'ai rien compris. Est-ce que toi, tu as compris, Letty, ce qui s'est passé là? Parce que vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de retournements de situation en quelques minutes. Oui, beaucoup, beaucoup de retournements de situation et j'aime beaucoup tout ce qui se passe autour de cette division. Parce que on a plein de rivalités qui sont un petit peu croisées, qui s'entrecroisent, qui se recroisent de l'autre côté. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Un petit match des Garza, ça faisait longtemps, donc voilà, qu'ils aient un petit peu de temps d'antenne, c'est pas mal aussi. Voilà, on imagine bien que entre les Profits et les Motor City Machine Guns qui veulent se battre pour être pour la ceinture, pour avoir le droit de se battre contre les DIY,
On imagine bien que les Street Profits vont pas non plus oublier que Pretty Deadly leur a raconté n'importe quoi. Et les Garza, je pense qu'ils vont pas aimer non plus. Donc ça donne tellement de comment dire de possibilités dans les prochaines semaines que je trouve que j'aime beaucoup en fait tout ce qui se passe. Je trouve que c'est passionnant au niveau de la tag team par rapport à d'autres choses où on se dit bref, bof. Là, franchement, tout ce qui se passe autour de la tag team, je trouve que c'est bien géré. C'est bien géré, c'est dynamique aussi. Là, j'essaie de vous retranscrire le dynamisme de la scène, mais c'est vrai que ça n'a pas arrêté avec des gens qui arrivent d'un côté, des gens qui repartent de l'autre, qui ci, qui ça. Il y a des personnalités bien établies. Je suis d'accord avec toi, Letty. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec la tag team. Ça fera partie des satisfactions de ce Friday Night SmackDown. Où on en est dans le show? Oh là là, il y en a des choses. Hein. Il y en a des choses. Il y en a des choses, mais on n'a pas fini le catch puisqu'on a un dernier match dans la soirée, puisqu'on a l'opposition tant attendue entre Sami Zayn et Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, toujours aussi sympathique, qui va continuer à distribuer des cartes de Noël à tout le monde en faisant son entrée. Donc voilà, un jeune homme très sympa. Bon, certaines mauvaises langues diront que sur ces cartes de Noël, en fait, elles représentent l'attaque de Carmelo Hayes sur Braun Strowman. Je ne ferai pas partie de ces mauvaises langues. Moi, j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Et donc, on aura derrière le match entre Strowman, n'importe quoi, Carmelo Hayes et Sami Zayn. Alors, un match qui va durer comme 11 minutes 30. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il avait duré beaucoup moins que ça, mais c'est certainement à cause des pubs. Et qui va être plutôt dominé par Sami Zayn, j'ai trouvé. Un Sami Zayn qui, du coup, ayant le dessus, va provoquer la fuite de Carmelo Hayes. Mais Carmelo Hayes, en voulant se retrouver en coulisses, va tomber sur Braun Strowman, qui va se mettre à le poursuivre, essayer de le porter. Je pense qu'en fait, il voulait à l'origine le porter pour le ramener dans le ring. Mais donc, du coup, ils vont partir en course-poursuite, laissant Sami Zayn seul comme un con. Le match est terminé, c'est un no contest. Pourquoi? Parce que Sami Zayn, en plus de se faire attaquer par la Bloodline, ça faisait longtemps. Ah là là, ça faisait déjà depuis 3 jours. Et donc, du coup, il est dominé par le nombre, forcément, à 1 contre 3. Alors qu'il essaie de se défendre et de repousser quelques membres de la Bloodline, qui est-ce qui revient des coulisses avec un cadavre? C'est Braun Strowman, avec un regard totalement vide, en disant qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a bagarre dans le ring, j'y vais. Hop, donc il lâche son cadavre de Carmelo Hayes, puis se rue dans le ring. Néanmoins, il est aussi pris par le nombre. Et au final, on va se retrouver avec une Bloodline dominante, dominatrice, et un ring rempli de face par terre. Ce segment sera-t-il la fin? Non, n'oubliez pas, on avait dit que quelqu'un devait arriver. Et donc, c'est Kevin Owens qui va donc arriver au milieu de ce bordel, sachant que je n'avais pas dit, mais l'ensemble du staff était arrivé pour essayer de séparer la Bloodline des faces. Et donc, on a le segment qui s'arrête avec Kevin Owens qui est en bout de rampe, Nick Aldis qui est au milieu du ring avec tout le bordel, les deux qui se regardent, et c'est la pub. Voilà. Avant de suivre le finish, à ton petit avis d'abord sur cette petite baston entre Carmelo Hayes et Sami Zayn, Letty? C'était très sympa comme match. Du grand Sami Zayn comme d'habitude. Carmelo qui, fidèle à son personnage, pense qu'il peut battre absolument tout le monde, et quand il y a une petite difficulté, qui part un peu genre ouais c'est bon, ça me saoule, j'ai pas que ça à faire, voilà. Avec Strowman forcément qui arrive par derrière pour l'attaquer. La Bloodline évidemment qui débarque. J'ai trouvé ça plutôt pas mal de mêler un petit peu Strowman aussi à cette histoire, puisque comme tu l'as dit, il monte quand même sur le ring pour essayer d'arrêter la Bloodline. Et là, on a eu quand même un petit face-à-face où quand je l'ai vu, je me suis dit ah mais oui, mais pourquoi est-ce que j'avais jamais pensé à cet affrontement? Et là en fait, on se dit que voilà, Strowman contre Jacob Fatu, bien sûr, j'ai envie de le voir ce match. Je sais pas si ça va continuer, si Strowman va rentrer vraiment dans l'histoire ou pas, mais de les voir les deux face à face,
je me suis dit, ouais, ça, je veux voir ça, en fait. Je sais pas quand, je sais pas comment ils peuvent amener ce truc-là, mais c'est vraiment voilà, un affrontement ben, qui serait quand même assez percutant, je pense. Et puis, bon, ben, voilà, après le classique, Nick Aldis, la sécurité qui débarque, voilà, on continue un petit peu dans les petites, comment dire, oui, pour monter ben, le match entre Solo et Roman dans 2 semaines maintenant, je crois. Au Netflix, Dans là. 10 jours même, 10 on jours, y est ouais. plus dans 10 jours. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut se demander si Strowman va continuer sa rivalité avec le petit Carmelo ou s'il va s'inclure dans une histoire avec la Bloodline. Moi, je fais partie des gens qui autant la Bloodline qui touchait un peu tout, ça peut être sympa, autant là, j'ai l'impression qu'elle pollue un peu tout, est un peu trop partout, ça me fatigue de voir un peu partout la Bloodline. Donc, si c'est une vraie Bloodline qui est centrée sur SmackDown avec un vrai Solo Sikoa fort, parce que c'est vrai que finalement la Bloodline elle sert plus à rien, hein. Elle a plus de titre, elle est juste là en transition. Elle n'existe finalement que par sa rivalité avec Roman Reigns et une rivalité qui va avoir lieu à Netflix. Donc je suis voilà, je suis un peu partagé là-dessus. Néanmoins, Braun Strowman, en tout cas, il a clairement donne clairement l'impression d'être qui est une pierre importante de SmackDown. Et j'ai Austin Theory, non, le petit Carmelo Hayes, lui aussi, hein, qui chaque semaine finalement enchaîne les matchs contre des main eventers établis, et puis qui essaie de tirer sa carte du jeu en ayant à chaque fois soit un segment micro, soit là c'était les cartes de vœux. Enfin, il essaie toujours d'apporter un petit truc en plus. Et ça, c'est appréciable dans ces segments de ne pas avoir juste des mecs qui font ouais, yeah, voilà, qui n'apportent rien. Je ne cite personne. Mais c'est pas fini le show. C'est pas fini parce que là, je vous ai balancé sur un segment pub. Mais en retour de pub, eh ben, on a donc la prophétie de Kevin Owens qui s'est réalisée. Ils ne sont plus qu'à 2 seuls dans le ring avec Nick Aldis. Et donc, ils vont pouvoir commencer un peu leur discussion comme Kevin Owens s'est promis. Kevin Owens va dire tout de suite qu'il veut un rematch parce qu'il s'est fait voler. Nick Aldis va lui dire moi, je m'en fous de ton rematch, moi, je veux ma ceinture. Donc voilà, la négociation semble mal barrée. Et quand c'est mal barré, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie le négociateur en chef, le gros débile, puisque Cody Rhodes va arriver. Ouais, c'est Cody Rhodes. Je suis Cody Rhodes. Donc il arrive. Nick Aldis lui dit tu n'as pas le droit de venir, tu dégages. C'est une discussion entre nous deux. Donc Cody dit bon, je viens quand même. Voilà. Et puis il va commencer à énumérer des noms. Donc, il aime bien sa famille, il aime bien sa femme, sa fille, son grand-père, sa grand-mère, Randy Orton, le public. Je sais plus. Ici, des noms, c'est comme d'hab, de toute façon. Et puis à la fin, il dit. Puis en plus, moi, ce qui est important, c'est récupérer la ceinture de Triple H moi-même, puisque bah, c'est Triple H qui lui fait un cadeau hein, avec cette ceinture. Donc voilà. Donc non seulement il n'a pas respecté Nick Aldis en venant dans le ring, mais en plus il veut même pas que Ken Owens rende la ceinture à Nick Aldis puisqu'il dit je veux la récupérer moi-même. Et donc du coup, ça faisait 40 fois qu'il nous citait le fait d'escalader dans sa promo. Quand il dit bah vu qu'on parle d'escalader, quoi de mieux qu'un ladder match pour récupérer la ceinture. Et donc il propose ça. Et Nick Aldis fait bon bah dans ce cas-là, on aura le droit à un ladder match entre Cody Rhodes et Kevin Owens au Royal Rumble. Bon, il s'est pas trop fait chier, hein, puisqu'il vient de répéter ce que venait de dire Cody Rhodes. Ken Owens, en gentleman, tend la main à Cody Rhodes, qui refuse de la serrer. Voilà, nouvelle fois, un face salopard. Du coup, Ken Owens s'en va du ring, mais la douleur est trop forte dans son cœur. Il a été vexé par ce que Cody Rhodes vient de lui faire. Et donc, il va pousser Nick Aldis, qui va tomber malencontreusement sur Cody Rhodes. Et bah, une fois que Cody Rhodes est par terre, il va le piétiner sa gueule. Donc voilà. Et puis le show se termine comme ça avec un Cody Rhodes en gros plan qui il est mal, j'ai mal, comprends pas. Ouais, on t'avait dit de pas venir dans le ring, t'es venu quand même. C'est bien fait pour ta gueule. N'est-ce pas, Letty? C'est bien fait pour sa tronche à Cody Rhodes. Oui, 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 c'est bien fait parce qu'effectivement, il n'y a rien qui. Autant le segment en lui-même, bah, j'ai trouvé que les échanges étaient hyper intéressants. Enfin, ça me motive encore plus à voir le match. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Autant, voilà, moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le Cody Rhodes qui est pas à 100%, qui vient quand même, qui s'impose, enfin un peu super-héros, j'ai un petit peu de mal. Euh,
D'autant plus quand Nick Aldis est là et qu'il lui dit ne viens pas. Il dit bah je m'en fous, je viens quand même. Mais bon, les échanges étaient pas mal. Le ladder match, je pense que ça va être un très très bon match. Ce qui m'interroge un petit peu plus, c'est la temporalité, parce que le Royal Rumble, c'est loin. Et moi, Oui. voilà, je m'inquiète un peu de ce que ça peut... Pour maintenir la hype aussi longtemps, ça me semble un peu compliqué, parce que je crois que c'est au début février, je crois. Donc, ouais, on a quand même encore 5 semaines. Est-ce qu'ils vont réussir à nous maintenir en haleine, à maintenir un peu la tension qu'il y a entre eux pendant aussi longtemps? C'est ce qui m'interroge un petit peu. Après, au niveau des échanges, j'ai trouvé que c'était un super Kevin Owens, qui est bien énervé, qui fait bien valoir ses arguments. Et au fond, on peut aussi se dire qu'il est Kevin. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match, mais voilà, je suis un petit peu inquiète de ce qui va se passer avant. Bah, il y a de quoi être inquiet. Hein. Je peux te dire. Alors, moi, je me moque un peu, mais effectivement, le segment était plutôt réussi et là, il n'y a pas grand-chose dessus. La rivalité marche plutôt bien entre les deux et un super hero face face à un heel qui dit la vérité, mais qui a fait toujours le petit truc en plus pour être vraiment heel. C'est du classique et ça marche toujours bien. Mais c'est vrai que on a une rivalité, donc je viens de vérifier, c'est le 1er février, tu as raison, le Royal Rumble. Donc on a encore un mois complet. On a un mois complet devant nous, et c'est vrai que vu que Kevin Owens n'est jamais là, puisque c'est un peu le personnage qu'il joue d'être toujours à l'extérieur de la WWE, et on a Cody Rhodes qui joue le mec blessé qui se catche pas, bah effectivement, ça fait ça fait encore un truc super étalé, quoi, comme on avait eu le droit avant Saturday Night Main Event, où ils avaient démarré le truc avant sur leur series, et ils avaient tiré jusqu'à Saturday Night Main Event. Bah, ouais, on étale, et puis on ne les fait pas catcher ces jeunes gens. C'est un peu dommage. Et ce qui est dommage, c'est que le show se soit déjà terminé. Mais pour finir sur une bonne note, on va finir avec le mot de la fin, le deuxième de la soirée. Letty, qu'as-tu pensé de ce SmackDown Top Flop Note? Écoute, c'était plutôt un bon show, j'ai trouvé. Pour mon top, je vais le donner à Carmelo Hayes, même si j'étais un peu dure avec lui en disant que c'était bien fait par rapport à Sami, mais je trouve il tient bien son personnage. On le déteste exactement comme ce qu'il recherche. Il continue à affronter des gros noms, donc un petit encouragement. Donc le top pour Carmelo. Mon flop, malheureusement, ça ira à la célébration de Chelsea, puisque je vais pas revenir dessus, mais comme j'ai dit, j'étais assez déçue. Et ma note, écoute, j'avais donné un 3,5 à Raw, là je vais monter à un 3,75. J'ai passé un très Oh! très bon moment devant ce SmackDown. Eh bien, tu m'envoies ravi, Letty. Alors, j'ai plutôt le même avis que toi. Hein. J'ai été parti sur aussi un top pour Carmelo Hayes, mais du coup, je changeais et je vais le mettre à la tag team, qui pour le coup est aussi la grosse satisfaction de la soirée. Cette division qui est pleine de vie, pleine de vigueur, pleine de petites amicroches entre elles, et donc ça, c'est des petits détails qui font plaisir. C'est important de l'art de la vie dans les shows, monsieur Triple H. C'est pas juste important d'avoir des trucs bien propres. Mon flop, je voulais aussi le donner à Chelsea Green et sa célébration. Je le donnais du coup à la Bloodline, moi. J'ai un gros souci Bloodline général du fait de leur à la fois omniprésence et leur manque d'importance. Voilà, c'est à quoi ils servent? À quoi sert la Bloodline? Dites-le en commentaire. Moi, je pense qu'elle sert pour l'instant à rien. La New Bloodline, hein, bien sûr, je parle. Ils sont plus que 3 là, ils visent aucune ceinture, et ça reste toujours un sujet particulier quand on a. Et c'est vrai que c'est aussi ça quelque chose qui est assez prenant dans ce show, c'est qu'on a personne qui vise les ceintures, hein, ou alors on en a un à la fois, toujours pareil. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai oublié de dire, on a eu un segment vidéo qui sert à rien entre comment il s'appelle, Andrade qui va affronter Nakamura. Voilà, juste comme ça. Et ma note, alors ma note, je vais être en dessous de toi.
j'ai quand même passé un moment sympathique. Je regrette qu'il y ait eu absolument aucune mention de Noël, alors qu'on est quand même en période de fête de fin d'année. C'était un peu tristoun là. Comme on l'a dit, le seul décorum c'était pour Chelsea et le segment était raté. Donc je vais descendre à 3,25. Ça reste quand même un show qui est quand même vachement mieux buildé que ceux des semaines précédentes qui étaient tout simplement horribles. Mais voilà, j'aimerais qu'il y ait. Là, il y avait un peu d'âme SmackDown, comme je l'ai dit, comme on se l'est dit, avec notamment un tag team, avec Carmelo, avec Braun Strowman, tout ça, ça donne un peu d'âme à SmackDown. Mais il manque comme une âme générale sur l'ambiance fête de fin d'année. Le champion Cody, là, il faut qu'on le voit plus, il faut qu'il imprègne plus sur ce show. Et la championne féminine, Nia Jax, pareil, ça reste. Elle est trop en retrait par rapport à Tiffany. Et Tiffany, elle tarde trop à cacher. Donc voilà, donc il faut. Et je vais me descendre à 3, voilà, ça vous apprendra. Il faut faire mieux, messieurs SmackDown, et il faut passer la seconde. Alors peut-être qu'ils en gardent un peu pour le début d'année pour survivre au début Netflix et au passage aux 3 heures qui démarre dès la semaine prochaine. Mais néanmoins, voilà, on est comme en droit d'attendre un peu mieux de ces shows bookés par un soi-disant champion du monde. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez bien sûr discuter de tout ce qu'on vient de se dire en commentaire de nos vidéos sur YouTube, en commentaire de nos podcasts. Je ne sais pas si on peut le faire, mais vous nous trouverez en tout cas sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Machin podcast, Bidule podcast, Truc podcast, Spotify podcast et tout le team. Bien sûr, et c'est là où vous pouvez commenter le plus, c'est sur notre Discord, où vous trouverez l'invitation dans le lien de ce podcast. Le lien de l'invitation plutôt en commentaire de ce podcast, c'est mieux dans cet endroit-là. Et vous pourrez bien entendu donner votre avis sur les shows en direct, en différé, comme vous voulez, participer au concours de pronos, nous parler d'autres choses, hein, d'autres fédérations aussi. Hein. C'est vrai que là, pour l'instant, on est redevenu vraiment focus WWE ces derniers temps, mais on reste ouvert à toute discussion sur n'importe quelle fédération. Donc, si vous avez d'autres shows à nous parler, n'hésitez pas à le faire. Alors ça, si c'est les AEW, parce que ça, c'est vraiment nul. Donc, faut pas le faire. Mais alors, le reste, vous pouvez. Et puis voilà, on est aussi sur les réseaux sociaux. Cherchez-nous, vous nous trouverez. On s'appelle Catch-Up CDC. Voilà, Letty. Je ne peux que te remercier de ta participation à cette période de fête. Et puis voilà, merci Letty. Merci à toi. Et puis je te souhaite à toi une bonne fin d'année, à nos auditeurs une bonne fin d'année aussi. Et n'oubliez pas de regarder toujours du catch en 2024 comme en 2025. Salut à tous. Salut à tous. C'est marrant, j'ai pas parlé d'LA Knight, hein. J'ai été sage. À peine, à peine.